Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Isla, ou plutôt d'Ayla Kastner, qui est le principal antagoniste du film Conjuring sous l'emprise du diable, ou The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Quel magnifique accent, je sais. Voilà, l'introduction est faite, donc passons tout de suite à l'histoire du personnage. Alors pour commencer, on sait que le père Kastner, qui est prêtre, a une fille nommée Ayla en 1932, ou du moins elle a 3 mois sur une photo qui date de 1932. Et chose importante, il faut savoir que sa mère est morte pendant l'accouchement. Donc si on est logique, eh bien il ne lui reste plus que son père. Mais le problème, vu qu'il est prêtre, eh bien c'est qu'il s'est senti obligé de cacher sa fille pour ne pas être rejeté par l'église. Puisque oui, s'il a une fille, eh bien il n'a pas pu faire vœu de chasteté. Puisque, du moins jusqu'aux dernières nouvelles, les bébés n'étaient pas portés par les cigognes. Bref, tout ça fait qu'Ayla est élevée seule avec son père dans la maison où il vit en secret. Et pour info, cette maison est un ancien moulin proche de la ville de Brookfield, dans le Connecticut. D'ailleurs, dans cette maison, le père Kastner se doutait que les gens de l'église n'allaient pas trop l'embêter, puisqu'il y a à l'intérieur des objets en lien avec le satanisme qui ont été mis là justement par l'église. Mais une fois les objets entreposés là, eh bien les gens de l'église ne voulaient plus y retourner par crainte. Donc tout ça fait que le père Kastner se sentait tranquille à cet endroit. Sinon, il faut savoir que le prêtre étudie les sciences occultes. Et beaucoup d'objets que l'on retrouve dans la maison eh bien, font maintenant partie de ses recherches. Bon, pour continuer, le prêtre va cacher son travail à sa fille pour la protéger. Mais cette idée de cacher tout ça va complètement tomber à l'eau, puisque Isla va s'intéresser en secret à l'occultisme. Et ça va devenir une fascination. Quand on réfléchit un peu, ça n'est pas très surprenant, puisqu'il faut savoir qu'Ayla est cachée du monde extérieur. Elle ne semble avoir personne en dehors de son père et de son chien. Et en plus de ça, il faut se dire qu'elle se retrouve enfermée dans la même bâtisse où se trouvent plein d'objets en lien avec le satanisme. Donc tout ça était très risqué. La tentation pour le mal était quasiment inévitable. Puisque oui, le fait de toujours rester enfermé dans cet endroit eh bien ne lui a pas permis de se changer les idées ou de se sociabiliser. En gros, elle ne peut que penser à son père ou aux objets occultes qu'on essaye tant bien que mal de lui cacher. Bon, pour continuer, dans son enfance, on sait qu'Isla partait régulièrement dans des souterrains qui partent eh bien, du sous-sol de la maison. En fait, elle aimait jouer dans ces galeries. Et je pense même que dès l'enfance, elle a dû utiliser cette cachette eh bien, pour s'intéresser secrètement aux sciences occultes. Et elle a dû mettre petit à petit des objets à l'intérieur. Pour parler d'autre chose, je pense que la relation qu'elle a avec son père eh bien, s'est dégradée au fil du temps. Par contre, je précise que ça a sens unique, puisque lui, le père Kastner, apprécie la présence de sa fille. Mais ce n'est plus réciproque, puisque elle, de son côté, eh bien, lui en veut probablement de l'avoir cachée pendant des années. Et je pense qu'elle s'intéressait au satanisme pour montrer qu'elle n'est pas comme lui, pour se venger. Bon, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne l'aime plus, quelle que soit la raison. Sinon, dans le film, on voit qu'Ayla Kastner est psychopathe. Elle n'est pas vraiment caractérisée par autre chose. Et je pense qu'elle en est arrivée là pour plusieurs raisons. Déjà, elle n'a pas connu sa mère. Ensuite, elle s'est mise à détester son père. Elle ne s'est jamais sociabilisée. Et pour finir, je pense qu'utiliser régulièrement des objets sataniques eh bien, lui ont torturé l'esprit. Comme si au fil du temps, des forces surnaturelles lui auraient pris le peu de sympathie
qui lui restait. Bref, après ses 20 ans, donc après 1952, Ayla va quitter son père et elle n'a pas envie de le revoir. D'ailleurs, nous, comme le prêtre, ne savons pas ce qu'elle est devenue après ses 20 ans. En tout cas, il est fort probable qu'elle n'ait pas mené une vie normale, puisque sinon, je ne pense pas qu'elle serait restée complètement psychopathe. Donc pour moi, durant toutes ces années, elle est restée obsédée par l'occultisme. Et elle va même principalement travailler sur ça. Sinon là, il y a deux possibilités. Soit pendant tout ce temps, elle est restée seule de son côté pour faire des rituels sans qu'on en connaisse l'existence, ou soit elle a vécu dans une ou dans plusieurs sectes sataniques. En plus, il faut savoir qu'avant les événements du film, eh bien la secte des disciples de Ram prospérait. Donc peut-être qu'elle a rejoint un temps cette secte. Mais pour revenir globalement aux deux possibilités, eh bien pour être honnête, j'en ai aucune idée de ce qu'est la bonne réponse. Après, si je devais choisir, je pense qu'il est plus probable qu'elle est restée seule. En fait, quand je la vois dans le film, j'ai l'impression qu'elle est très solitaire. Donc je ne l'imagine pas trop en compagnie d'une secte. Sinon, en parallèle à tout ça, depuis qu'elle est adulte, eh bien je pense qu'Isla a des propriétés surnaturelles. Je dis ça puisqu'elle a maigri et elle a l'air fragile physiquement, et pourtant elle est en pleine forme physique. Par exemple, elle se déplace rapidement, elle a beaucoup de force, on le voit par exemple quand elle attaque Lorraine, et après vous pouvez même encore le constater dans plein d'autres scènes. Donc pour moi, sa force et sa résistance physique sont paranormales. Bref, je veux dire que tout ça n'est pas normal et je suis sûr qu'elle arrive à faire ça grâce à des sorts, à des rituels ou grâce à un pacte avec un démon qui a fonctionné. Puisque oui, durant 30 ans, elle a quand même dû réussir à faire au moins un de ces trucs. Surtout qu'elle s'y connaît normalement. Pour continuer l'histoire, peu avant qu'elle a 50 ans, donc en 1980 ou 81, eh bien Ayla va revenir en secret vers la maison de son père. Mais elle va se cacher de lui. Et surtout, elle va retourner régulièrement dans les souterrains qu'elle aimait tant, quand elle était enfant. En plus, vu que son père ne va plus là-dedans, eh bien elle va en profiter pour aménager un hôtel. Ah oui, hôtel écrit A-U-T-E-L. Bref, dans cet hôtel, Ayla va amener plein d'objets maudits qui lui appartenaient. Et elle a dû aussi amener d'autres objets sur lesquels travaillait son père. Et en plus de ça, elle va installer une table en pierre pour faire ses rituels. Sur cette table, on trouvera dessiné un pentagramme, donc un symbole utilisé par des satanistes, et au milieu du symbole, on va trouver un calice. Ensuite, à côté de ça, on verra un livre où se trouvent eh bien certains rituels. Et on va trouver aussi des bougies noires. Pour continuer, un jour, notre chère sorcière va trouver un livre qui parle de la Stregheria. Pour faire simple, la Stregheria est un type de sorcellerie venant d'Italie. Et dans ce livre, elle va trouver une malédiction parlant de sacrifice humain. Et ça va l'intéresser. Donc là, si vous comprenez bien, eh bien on arrive à la malédiction eh bien qui cause tout le mal dans le 3e Conjuring. Donc pour comprendre, à ce moment-là, le but de Ayla, eh bien c'est de jeter un sort qui va permettre de servir un démon. Par contre, nous, spectateurs, ne connaissons pas l'identité de ce démon. Bref, une fois que le sort sera jeté, la mission se fera en 2 étapes. La première, c'est que la sorcière devra commettre un meurtre grâce à la possession, puis un suicide. Et la deuxième étape, c'est que l'occultiste devra tuer au moins 3 personnes, que ce soit par suicide ou par meurtre. Ah oui, et ces 3 personnes
doivent avoir un profil bien précis, puisqu'il faut un enfant, un amoureux et un homme de Dieu. En fait, ces trois types de personnes symboliseraient l'œuvre de Dieu, donc pureté, amour, foi. En gros, pour résumer, ces personnes symboliseraient une forme de pureté qui s'oppose aux démons. Bref, si toutes ces personnes sont mortes, la mission est accomplie. Donc, dans cette hypothèse, la sorcière gagne et elle est récompensée par une manière inconnue. Mais en réfléchissant un peu, je pense qu'elle est récompensée en gagnant plus de force et de pouvoir. Et ça a déjà dû lui arriver dans le passé. Par contre, si cette fois-là elle échoue, eh bien le démon, insatisfait, devra prendre son âme. Donc avec ce risque, vous comprenez bien qu'elle va tout faire pour aller jusqu'au bout. Elle ne pourra plus revenir en arrière. Bon, maintenant, pour passer à l'action, Ayla Kastner va créer plusieurs totems de sorcières utilisés par des satanistes pour leurs rituels. Pour information, ces totems sont constitués principalement d'ossements d'animaux. On peut voir des crânes, des mâchoires, des cornes ou encore je ne sais pas quoi en lien avec des animaux. Et il y a encore peut-être aussi d'autres choses. Bref, ces totems de sorcières ne sont pas de simples objets, mais ils permettent à l'occultiste d'entrer en contact avec sa future victime pour la posséder. C'est comme une sorte de portail. Donc après avoir créé ces totems, Ayla va faire du repérage à Brookfield ou dans la région pour trouver les proies idéales. Et en avril 1981, elle va placer son premier totem chez une étudiante qui s'appelle Jessica Strong. Et elle va le placer dans son appartement d'étudiante à Fairfield. Une fois que l'étudiante découvre l'objet par je ne sais quel moyen, eh bien elle va l'emmener avec elle à Danvers, qui est la ville où elle habite quand elle n'étudie pas. Et un soir, pendant qu'elle est là-bas, eh bien de son côté, Ayla Kastner va commencer son fameux rituel. Donc pour faire ça, Ayla se met devant la table en pierre de son hôtel, puis elle va placer un objet en lien avec la victime, donc le plus souvent une photo. Après elle va casser un œuf et verser le contenu dans le calice. Ensuite, elle met le feu à l'intérieur et pour finir, elle va ajouter une sorte de poudre. Puis elle va boire le contenu du calice. Je ne sais pas trop quel goût ça a. Bref, le totem plus le rituel eh bien, va permettre à la sorcière de posséder Jessica. Donc Jessica, possédée, va emmener son amie Cathy Lincoln seule en forêt. Et une fois là-bas, quand elles seront seules, eh bien Jessica va poignarder à mort son amie avec 22 coups de couteau. Après le drame, la sorcière sort du corps de Jessica. Et elle, Jessica, est complètement choquée et confuse. Donc là, elle va fuir en courant et tomber d'une falaise. Est-ce un suicide ou un accident? On ne sait pas. Mais le principal, c'est que l'hôte de la possession, eh bien, meurt aussi. Donc la partie numéro 1 du rituel a fonctionné. Là, on revient à Brookfield, dans le Connecticut. Et pour continuer son œuvre, toujours en avril 1981, la sorcière va placer un deuxième totem dans les fondations d'une maison où emménage la famille Glatzel. Et elle prend soin de placer l'objet sous la future chambre de David Glatzel qui a 8 ans. Donc peu après, pendant l'emménagement, David inspecte sa nouvelle chambre et il va trouver un lit à eau et il va jouer dessus. Et ce qui est formidable, c'est que le lit se trouve juste au-dessus du totem. Puis au même moment, de son côté, dans son hôtel, la sorcière va refaire un rituel. Comme ça, elle va pouvoir posséder David. Et pour être précis, la sorcière va pouvoir prendre le contrôle de David au moment où on va voir un bras horrible attraper le jeune garçon. Petite parenthèse, avec cette scène, eh bien j'ai découvert l'existence
du lit à eau. Et au départ, je pensais que le fait qu'il y avait de l'eau dans le lit, eh bien c'était une vision que provoquait la sorcière. Donc en fait, j'étais complètement à côté de la plaque, puisque je ne savais pas que ce genre de lit existait. Ne me jugez pas trop s'il vous plaît. Bref, pour continuer, durant 3 mois, David devait être plus ou moins possédé. D'ailleurs, je trouve que c'est un miracle que la sorcière n'a provoqué la mort de personne pendant tout ce temps. C'est même pas très logique, puisque normalement, elle ne devrait pas perdre de temps, puisque son âme est en jeu. Bref, de leur côté, la famille Glatzel va demander de l'aide à l'église. Et en juillet 1981, l'église accepte d'envoyer un prêtre pour faire un exorcisme, puisque ce cas de possession a l'air sérieux. Et pendant ce temps-là, Ed et Lorraine Warren, qui avaient une petite réputation dans le coin, eh bien, ont été appelés pour documenter l'exorcisme, puisque je vous rappelle qu'ils sont experts en la matière. Bon, le fameux exorcisme va avoir lieu le 18 juillet. Mais la nouvelle possession de David est très impressionnante. Et en plus de foutre un gros bordel dans la maison, le père Glatzel va être blessé. Et ça va être aussi le cas du père Gordon. Donc l'exorcisme va être raté. Sans compter que l'occultiste va perturber inconsciemment Lorraine. Et surtout, elle va provoquer volontairement une crise cardiaque à Ed. Sinon, durant cette scène, d'autres personnes sont présentes, dont la sœur de David, qui s'appelle Debbie, et son petit ami, qui s'appelle Arnie Johnson. Et il faut savoir qu'Arnie prend David comme son frère. Et vu qu'il le voit malmené par une créature démoniaque, eh bien il décide d'agir. Et il va demander à l'entité qui est là, eh bien de le prendre à la place, pour libérer David. Et la sorcière va décider de l'écouter et de prendre son corps. Par contre, je précise que ça ne l'avance en rien de posséder Arnie au lieu de David. En fait, elle fait ça puisque ça colle mieux à l'histoire dont est inspiré le film. Bref, dès que la sorcière possède Arnie, eh bien, elle va s'arrêter là. Et elle ne va plus rien faire. Du coup, la plupart des gens pensent que le démon est parti et que le mal est derrière eux. Mais quelques jours plus tard, Ayla Kastner va vouloir reprendre le contrôle d'Arnie Johnson. Donc elle fait son petit rituel, elle le possède, et elle va tenter une première fois de faire le mal avec la tronçonneuse d'Arnie pendant qu'il est à son travail. Mais c'est raté, puisque la tronçonneuse, en tombant, n'a tué personne. Plus tard, Arnie rejoint Debbie à son travail au chenil. Et Arnie va avoir des visions provoquées par la sorcière. Et il va voir le patron du chenil, Bruno Souls, transformé en monstre. Et Arnie va croire que lui et sa petite amie eh bien, sont attaqués par ce monstre. Donc, croyant se défendre, Arnie possédé va donner 22 coups de couteau à Bruno, ce qui va le tuer. Ensuite, Arnie, ou plutôt son corps, sort du chenil et il se retrouvera plus tard face à la police ensanglanté. Donc, sans surprise, il sera arrêté. Par contre, à partir de ce moment-là, Ayla va sortir de son corps, ce qui va faire qu'Arnie ne présentera plus de signes de possession. Comme ça va semer un peu le doute. En parlant de ça, on voit d'ailleurs que la sorcière eh bien, prend plaisir à torturer ses victimes, et principalement ses hôtes. C'est particulièrement le cas quand elle leur provoque des hallucinations ou quand elle les dépossède, eh bien pour les faire culpabiliser. Oh, don't worry, Mr. Warren. You're so close. Bref, en parallèle à ça, de leur côté, les Warren eh bien avancent dans leur enquête. Donc Lorraine, grâce à ses dons, découvre ce qu'il s'est passé avec Jessica et Katie. D'ailleurs, pendant l'enquête,
quand elle ira sur la falaise pour trouver le corps de Jessica, Lorraine va se faire attraper par une main démoniaque qui tente de la tuer. Mais heureusement, Ed arrive à la sauver. Par contre, je précise que cette main qui attrape Lorraine n'a aucun sens, puisque je ne pense pas que Ayla a le pouvoir de faire ça. Donc cette main et ce bras sont bizarres, et je pense que ça a été rajouté comme ça, gratuitement, pour faire peur. Bref, pour continuer, quelques jours passent, et la sorcière doit tuer l'hôte de la possession. Donc elle refait encore et encore son rituel pour posséder Arnie. Et là on va en apprendre un peu plus sur les sensations de l'hôte, puisqu'il dit qu'il est complètement épuisé, qu'il a froid, et en plus on voit qu'il a le teint très pâle. Et il entend en permanence des voix qui lui disent ou qui le poussent à faire des choses. Donc c'est une situation horrible. Et pour tout savoir, de son côté, Ayla mime quelquefois les gestes que doivent faire l'hôte. Mais j'imagine qu'elle ne doit pas reproduire les gestes tout le temps, puisque sinon, pour certaines scènes, ce serait complètement ridicule. Bref, pour aller au bout de sa mission, la sorcière va faire en sorte qu'Arnie mette fin à ses jours. Mais pas de chance pour elle, puisqu'il sera secouru par Debbie et par les Warren. D'ailleurs, pour prévenir le danger, Arnie va être mis dans une cellule spéciale et le père Newman viendra le voir régulièrement. Ce dernier va d'ailleurs lui donner une fiole d'eau bénite en protection. Ensuite, une fois la nuit tombée, la sorcière reprend à nouveau le contrôle d'Arnie et elle lui fait casser la fiole pour qu'il s'ouvre les veines et ensuite la gorge. Mais le hasard fait qu'au même moment, Lorraine fait irruption dans le contrôle de la sorcière. Lorraine a réussi à faire ça en tenant la main de Jessica, ou plutôt de son corps, à la morgue. Et en fait, ça crée une sorte de connexion. Et cela va faire en sorte que sur le moment, la sorcière n'arrivera plus à pousser Arnie au suicide. Par contre, Ayla peut tout aussi bien utiliser ce contact à son avantage. Et vu qu'elle a beaucoup de pouvoir, elle va réussir à faire vivre un cadavre qu'il y a dans la même pièce que Lorraine. Et elle va le pousser à l'attaquer. Par contre, Ed, qui est conscient de ce qui se passe, va séparer les mains de Lorraine et du corps de Jessica, ce qui va rompre la connexion. Et le cadavre qui a attaqué Lorraine redevient mort. Ah oui, et pour info, la sorcière ne pouvait que faire vivre ce cadavre grâce à la connexion avec Lorraine. Et surtout, ce qui est important à ce moment-là, c'est qu'Ayla est au courant que les Warren enquêtent sur elle. Et du coup, elle connaît leur identité. Donc elle ne va pas perdre de temps pour les attaquer. Et notre sympathique sorcière va créer un troisième totem qu'elle va mettre dans un vase caché par un bouquet de fleurs. Et elle fait passer ça comme un cadeau. Du coup, l'assistant des Warren, Drew, va mettre le bouquet de fleurs avec le vase chez les Warren, ne se doutant de rien. Ensuite, le soir arrive et Ed, qui est déjà affaibli de base, va carrément perdre connaissance à cause de la présence de cet objet. Et une fois la nuit tombée, Ayla fait encore son rituel et elle prend le contrôle de Ed. Par contre, sur le moment, elle ne le possède pas vraiment, mais lui provoque surtout des visions. Ce qui fait qu'il va voir le fameux cadavre de la morgue. Mais Ed, se défendant, va essayer de l'attaquer. Mais heureusement, il est secouru par Lorraine et par Drew. Et il remarque que le monstre qu'il voyait, c'était sa femme. Donc le drame est évité de peu. Bon, pour finir, le totem est découvert et il est détruit. Le lendemain soir, Lorraine va voir le père Kastner pour qu'il traduise le livre en lien avec la Stregheria qu'ils ont eu grâce à Drew. Mais une fois à l'intérieur de la mystérieuse maison,
eh bien elle va apprendre le passé du prêtre, mais surtout l'existence d'Ayla Kastner. Et elle comprend que c'est elle, la sorcière, ou l'occultiste. Plus grave, Ayla se cache non loin, et elle va voir que son père, eh bien, envoie Lorraine dans les galeries souterraines. Donc elle en profite qu'il soit seul pour l'égorger sans aucune pitié. On voit à ce moment-là qu'elle n'a aucun remords, preuve qu'elle le méprise. En plus, je vous rappelle que son père ne l'avait pas dénoncé avant. Mais ça ne l'empêche pas qu'elle le déteste toujours. Ah oui, sinon, en faisant ça, l'occultiste tue l'homme de Dieu. Donc elle avance enfin dans sa mission. Il était temps. Bref, pour continuer, la sorcière rejoint Lorraine dans l'hôtel. D'abord, elle la perturbe en créant des visions, puis elle l'attaque avec le couteau en espérant qu'il transperce l'œil et la tête de Lorraine. En fait, si elle y arrive, ça veut dire qu'elle détruit symboliquement les visions de Lorraine et aussi par la même occasion sa vie. Look at me. Open your eyes and look at me. Mais Lorraine, avec ses dons, va voir à travers les yeux de la sorcière. Et elle voit qu'il y a une pierre par terre juste à côté d'elle. Donc Lorraine va prendre la pierre et va donner un grand coup au visage de la sorcière avant de s'enfuir. Mais bon, Ayla, qui est forte, se relève rapidement. Ensuite, de son côté, Ed débarque et Ayla part le voir. Et par surprise, elle lui souffle de la poussière au visage, ce qui va lui permettre encore une fois de le posséder. Pour info, je pense qu'elle arrive à le posséder, puisque la poussière en question, eh bien c'était sûrement le truc qu'elle mettait dans son calice. En plus, je vous rappelle qu'Ed a déjà été affaibli par le totem. Donc cette histoire de poudre n'est pas si incohérente que ça. Bref, Ayla va refaire son fameux rituel, ce qui fait que Ed et Arnie vont être tous les deux possédés. De son côté, Arnie va voir son corps secoué et craqueler dans tous les sens. Et une force surnaturelle le fait détacher de ses menottes. Et surtout, cette même force brise les vitres du dortoir où il est. Et justement, avec un des morceaux de verre, il va essayer de s'égorger. Mais il sera un peu maîtrisé par les paroles du père Newman et par Debbie. Mais la situation est très critique. Et de son côté, Ed, possédé, va donner des coups de marteau ou de maillet dans tous les sens en essayant de tuer Lorraine. Mais elle, avec ses dons de médium et avec ses paroles, eh bien, elle va arriver petit à petit à faire revenir l'esprit de Ed. Et elle lui parle notamment de leur amour, chose que ne semble pas connaître Ayla. Et d'un coup, miracle, Ed Warren, qui a repris la raison, eh bien, va donner un grand coup avec le marteau ou le maillet sur la table en pierre de l'hôtel, ce qui va la casser et foutre en l'air tout ce qu'il y avait dessus. Donc ce fameux coup va annuler les deux possessions et par la même occasion la malédiction, puisque je vous rappelle que le sort peut être rompu si l'hôtel d'où il a été jeté est détruit. Et c'est le cas maintenant. Mais ce n'est pas fini. Ayla essaye une dernière fois d'attaquer le couple. Mais en même temps, le démon réclame ses précieuses âmes. Et le problème, c'est que la malédiction a été rompue. Donc à cause de ça, le démon va se manifester en personne en prenant l'apparence d'Ayla. Et elle, de son côté, va avoir son corps désarticulé. Et le démon va lui mettre brutalement sa main sur sa tête, ce qui va lui enlever son âme et la laisser morte. Donc vous comprenez qu'à partir de maintenant, eh bien Ayla Kastner n'est plus de ce monde. Petite parenthèse, durant tout le film, le démon n'intervient qu'une fois en personne, et c'est justement à ce moment-là.
Donc ça nous fait comprendre que le vrai monstre du film, eh bien c'est Ayla Kastner. Bon, cela dit, même si elle est humaine, Ayla n'est caractérisée que par le mal. Donc ça la rapproche d'un démon, en quelque sorte. Et pour finir l'histoire, Arnie Johnson va aller 5 ans en prison. Donc la sorcière ne lui a pas totalement bousillé sa vie. Et pour finir, le calice qu'utilisait Ayla sera placé dans la pièce où il y a tous les objets maudits chez les Warren, comme symbole de cette sombre affaire. Et voilà, l'histoire d'Ayla Kastner dans le 3e film Conjuring est terminée. Voilà, cette vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et si jamais ça vous tente, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne et soyons fous, activez la petite cloche des notifications. Sinon, avant de vous quitter, un conseil, si jamais vous vous retrouvez enfermé des années dans une maison où se trouvent plein d'objets sataniques, on sait jamais, ça peut arriver, eh bien s'il vous plaît, ne faites pas de bêtises, ne cédez pas au mal.